D'abord, les partis politiques fonctionnent comme des factions. Ils ne défendent pas l'intérêt général. Un parti politique. La gouvernance et l'élection en République démocratique du Congo à l'horizon 2016. Dans ce thème, je crois qu'il y a beaucoup de choses, et je dirais tout ce qui peut intéresser le peuple congolais en ce moment. Pour ma part, il m'a été demandé de plancher comme mes amis de l'UDPS et du PPRD sur la gouvernance socio-politique des deux mandatures. La première question que nous nous posons, c'est de comprendre les deux mandatures. J'ai cru comprendre que vous avez fait allusion d'abord à la période de 2006 à 2011 et ensuite, ce n'est qu'un rappel, la deuxième mandature n'a pas encore pris fin. C'est celle qui a commencé à l'issue des élections de 2011, donc de 2012, et qui va se terminer, nous espérons tous, dans la paix, la sérénité, avec la passation civilisée du pouvoir en 2016. Mais on ne peut pas parler de ces deux mandatures sans dire d'où nous venons, puisque notre œuvre serait inachevée. Le mal zaïrois, le mal congolais aujourd'hui, plonge ses racines dans le passé lointain, même de la période de la colonisation. Et aujourd'hui, si vous sortez, vous posez la question aux mamans ou papas âgés de 75 ans et plus, et s'il leur était demandé de choisir entre la période de la colonisation et la période de 2006 à aujourd'hui, ou de 1997 à aujourd'hui, ou même de 65 à aujourd'hui, je crois que beaucoup vous diront que les Belges, c'est vrai, il y avait la bastonnade, nos enfants, nos maris étaient payés régulièrement, nous avions à manger, nous avions le minimum vital pour vivre. Le professeur Buyoya a dit l'essentiel. Le grand problème que nous avons toujours, nous allons à la quête du pouvoir. Nous allons à la conquête de l'indépendance, de la souveraineté. Et nous faisons des slogans qui mobilisent tout un peuple et qui suscitent des espoirs dans le cœur. Mais en même temps, nous ne pensons pas au futur. Quelle vision pour ce grand Congo? Quel futur pour ce peuple que nous prétendons libérer? Puisque le Belge finalement est parti. Mais il n'y a pas eu de remise-reprise entre les Belges et nous. Parce que tout de suite, dans la fougue des politiciens, il fallait chasser les Belges. Et tous ceux qui habitaient Limete devaient venir habiter Kalina. Donc exactement dans la maison des Belges. Pas pour essayer de diminuer les inégalités sociales, ou l'esclavage, ou même la colonisation de nos citoyens, mais pour dire, cette fois-ci, c'est notre tour. Et le même phénomène revient toujours à la surface, c'est la création des partis politiques. En 1960, le professeur Buyoya peut vous dire comment il y a eu implosion et prolifération des partis politiques. Chaque province avait au moins 3 ou 4 partis politiques. Deuxième problème que nous connaissons dans notre pays, c'est le problème des hommes. Ce n'est pas le problème du peuple congolais, des hommes. Les hommes, quand ils vont à la conquête au pouvoir ensemble contre les autres, ceux qui gagnent, ils gagnent tout. Et ceux qui perdent, ils perdent tout. Ceux qui gagnent croient que les institutions de l'État sont devenues leur propriété privée et que le Congo, leur bien privé, et donc ils peuvent s'en servir pour écraser ceux qui ont perdu. Ceux qui sont résistants comme nous, ils acceptent encore de discuter pacifiquement ou faire des marches comme l'avons fait la fois passée. Mais ceux qui ne sont pas patients, ils créent des mouvements de rébellion. Et nous avons déjà dit, en ce qui nous concerne, que nous devons ériger la rébellion en un crime contre l'humanité. On ne doit pas chaque fois prendre les armes contre son propre peuple continuellement. Alors, si nous parlons de tout cela, et nous rappelons tout cela, c'est pour dire qu'on ne peut pas parler de la gouvernance sans savoir nous sommes dans quel environnement, avec quels hommes,
est-ce que nous pourrons un jour espérer avoir la bonne gouvernance dans notre pays? Je donne totalement raison au professeur Biyoya quand il dit que les élections, quand elles s'approchent, c'est un moment de tension insoutenable. Parce que la conception des uns et des autres, c'est qui cherche le pouvoir, c'est ôte-toi de là que je m'y mette. Ceux qui sont au pouvoir disent je suis et j'y reste. Et d'ailleurs j'ai la garde républicaine, j'ai les forces armées congolaises et je suis content que le conseiller de ministre de la Justice soit là. J'ai la justice, je vais l'utiliser contre mes ennemis avant même d'arriver aux élections. Voilà le Congo que nous avons et comment il fonctionne. Maintenant, pour parler de deux mandatures, nous devons parler d'une sous-mandature, hein, peut-être. Hein, la période que nous avons partagée ensemble avec Madame Madi Kalala, que je vois dans cette salle, de 1+4. Les Congolais ont démontré à chaque fois qu'ils ont la capacité de se détester, mais en même temps, ils montrent qu'ils avaient signé un pacte de ne jamais s'entendre, comme s'ils s'étaient entendus pour ne jamais s'entendre. Mais il suffit de 2 heures de temps, les mêmes qui ont fait fatiguer le monde entier, ils vous surprennent, non, nous venons de signer un accord, nous venons de nous entendre. Et souvent quand ils s'entendent, c'est parce que chacun a trouvé sa part du gâteau. Ce n'est pas parce que tout le monde a adhéré aux principes républicains qui vont finalement donner au Congo un visage qui va faire respecter le pays à travers le monde. Nous avons été à Sun City, nous avons élaboré plusieurs résolutions et recommandations. Mais pendant la transition, nous étions tous focalisés sur les élections. Pourquoi? Parce que ce sont les élections qui donnent le pouvoir. Alors que nous avons tous convenu que nous devons mettre fin à la guerre, à l'insécurité. Nous devons désormais respecter les droits humains. Nous devons désormais, nous tous, travailler pour que les revenus nationaux soient partagés de façon équitable entre les provinces et les citoyens de ces pays. Nous avions la commission Vérité et Réconciliation, la commission des droits de l'homme, la commission de l'éthique. Toutes ces commissions-là, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Nous avons dit qu'on devait construire une armée républicaine, une police professionnelle, une justice qui devait être le socle de l'état de droit. Tout cela, nous avons oublié. On a eu les élections, mais nous devons dire aussi, comme l'a dit le professeur Biyoya, chaque période qui vient après la précédente est pire que la précédente. Quand le président Kabila gérait ici à Kinshasa, seul avec nous autres, nous avions l'impression d'avoir affaire à un président de la République qui écoutait. Il n'y avait pas beaucoup de répression. Et c'est à cette période-là que le professeur Matungulu et les autres ont démontré qu'il y a moyen de rentrer très rapidement en programme avec le Fonds monétaire international. Donc le certificat de bonne gouvernance. On était capable de dire, est-ce que le MLC et le RCD sont des diables? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux de discuter et de nous mettre d'accord et épargner le sang? Ça a été fait. On a discuté avec les amis. Mais on s'est dit aussi, mais les Rwandais et l'Ouganda, est-ce qu'on va les déplacer de la carte? Non. Nous avons discuté directement avec l'Ouganda et on a signé l'accord du 7 juillet 2001. On a discuté directement avec l'Ouganda, on a signé l'accord du 30 septembre 2001. Et tout le monde a cru que la paix est revenue. Nous avons fait notre transition, il y a eu des élections, bien sûr contestables, mais pas comme en 2011. Parce que Jean-Pierre Bemba a démontré une certaine grandeur, parce qu'il a reconnu la victoire de Joseph Kabila. De l'autre côté, nous avons dit au président, quand on gagne, on doit s'humilier. Il ne faut pas humilier l'autre. Même dans un combat de boxe, quand vous avez fait le chaos contre l'autre, il ne faut pas les poursuivre jusqu'à les tuer, non. Monsieur le Président, allons voir Jean-Pierre Bemba, puisque la paix, là, est fragile. Les images sont là, elles parlent, nous sommes allés voir Jean-Pierre Bemba. Le schéma était simple. Gouvernons ensemble, même si c'est nous qui avons gagné. Mais évidemment, ils ont passé 45 minutes, chacun attendait que l'autre parle le premier. Les égos personnels. Qu'est-ce qui a coûté à Jean-Pierre Bemba de dire, écoutez, Monsieur le Président, Vital m'a déjà parlé, je suis d'accord. Ou au Président de la République, M. Jean-Pierre Bemba, je suis venu vous voir, je voudrais qu'on gouverne ensemble. Voilà, donc des petits détails, malheureusement, c'est là où se loge le diable.
Ce qui est vrai pour la présidence de la République l'est aussi pour la commission électorale. M. l'abbé Malumalu de 2006 est meilleur au pasteur Mulunda de 2011. Et j'ai tendance à dire que le pasteur Mulunda de 2011 risque d'être meilleur, M. l'abbé Malumalu de 2016 s'il ne se ressaisit pas. Il doit vite se ressaisir. Parce que le peuple, désormais, regarde la CENI. Avant, vous nous disiez, et je suis content de voir que Omba, délégué de mon parti à la CENI dans la salle, il sait ce que je lui avais dit, c'est une institution neutre qui doit être comme l'église au milieu du village. Le prétexte, vous nous disiez chaque fois, vous n'avez pas de loi, c'est comme ça que vous ne nous donnez pas le calendrier global. Maintenant, vous avez la loi, il n'existe pas de loi parfaite, il y a trop de choses à relire dans cette loi, nous l'avons acceptée, au nom de la paix, parce qu'il y a eu beaucoup de morts dans la ville de Kinshasa. Mais au moment où nous discuterons du calendrier, vous devez nous expliquer comment. Nous allons faire les élections législatives nationales. Avec l'article 115, on parle encore du recensement. Et l'article 8, où on déconnecte l'élection présidentielle du recensement. Et je crois que comme dans d'autres forums, la société civile doit reprendre ses droits sur les politiciens pour nous protéger, pour nous proposer une voie de sortie. Sinon, en 2018, nous allons nous retrouver encore dans un autre forum sur les droits de l'homme, gouvernance et l'élection de 2021. Pour peu que nous ayons des chances d'y arriver. J'ai dit l'analyse des mandatures, mais ça ne peut se faire que sur base de programmes. Mais le programme du gouvernement est axé comme objectif et principe majeur, c'est la bonne gouvernance. C'est la chanson qui revient tout le temps. Mais quand on parle de la bonne gouvernance, ça appelle la notion de la transparence dans la gestion de l'État. Ça rappelle la notion de la participation, la notion de la redevabilité. Ce n'est pas votre bien personnel, la notion de l'équité. Donc bref, ça vous renvoie à plusieurs principes. Le temps qui nous est imparti ne peut pas nous permettre de plancher sur toutes ces questions. Mais pour réaliser cela, parce que nous avons connu dans la première mandature la gouvernance ou le gouvernement de Palou avec le Premier ministre Gizenga, auquel a succédé le Premier ministre Muzito. Alors, quand on nous parle de la bonne gouvernance, nous avions tous pensé à la restauration de l'indépendance de la justice. Nous avons tout de suite pensé à la primauté des droits sur tout le reste. Nous avons tout de suite pensé à la lutte contre la corruption et toutes les antivaleurs imaginables. Nous avons tous pensé que fini le détournement des deniers publics. Mais en même temps, dans ce programme de gouvernement, on nous a dit qu'on va lutter contre la pauvreté et que la croissance économique dont on se vante maintenant devait se traduire en actes et en augmentation de quelques grammes de nourriture dans les assiettes des Congolaises et des Congolais. Nous pensions aussi que ça devait être la fin de la guerre avec toute sa cohorte de crimes ignobles, macabres, tueries, déplacements de populations, viols, esclavage sexuel. Nous disions que tout cela devait prendre fin et auquel il faut ajouter le pillage des ressources naturelles de notre pays. Ce programme de bonne gouvernance, nous pensions aussi que c'était les 5 chantiers. L'eau, l'électricité, l'éducation, la santé, les infrastructures, l'emploi. Quand on construit le boulevard du 30 juin, on l'allonge ou on l'agrandit de l'aéroport jusqu'à l'hôtel intercontinental ou à Kitambo. Ça me rappelle qu'en 1960, cet axe routier existait déjà. Le maréchal Mobutu, pour montrer que c'est un bâtisseur, il a augmenté de part et d'autre une voie. Mais voilà maintenant que Joseph Kabila aussi, pour montrer que moi aussi je suis bâtisseur, il ajoute de part et d'autre, lui il fait le double, 2 voies. Mais que cela ne tienne, je ne vois pas en quoi cela change la situation de l'homme de Chabunda, ou de Ngandajika, ou de Bongandanga,
de Boudjala, voilà. Et donc, nous disons, nous définissons très mal nos priorités. Amoul Kabarouza vous a dit ici, Luanda aujourd'hui est en pleine reconstruction. J'avais posé la question au président Eduardo Santos, j'ai dit, mais vous avez beaucoup d'argent. À l'époque, quand j'étais ministre de l'Information, après secrétaire général du PPRD, mais pourquoi la ville ici, mais ça sent mauvais? Il dit oui. Parce que moi, j'ai commencé par les provinces. Je commence par les villages et je remonte. J'ai commencé par l'armée, l'éducation, la santé. Maintenant, j'ai commencé à construire les routes, en commençant par les routes qui vont nous donner à manger dans les villes. Pour provoquer le mouvement inverse, puisque Luanda, c'était plus de 9 millions d'habitants. Il faut que les gens rentrent en province, et puis ça peut me donner l'occasion de construire Luanda. Ça s'appelle avoir une vision pour son pays. Ça nous manque. Nous disons qu'au niveau du gouvernement, on nous a parlé aussi d'un programme économique. Et nous devrions absolument être éligibles au programme des pays les plus pauvres et les plus entrepris. J'ai même peur de dire ce mot-là. Et on a vu les membres du gouvernement fêter parce que finalement le Congo est reconnu dans les clubs des pays les plus pauvres de la planète. Tout simplement parce qu'on va nous exonérer de la dette extérieure. C'est une honte pour le Grand Congo qui est au même niveau que le Brésil. Non, plus que le Brésil, le Canada, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud en 1960, c'est la honte. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Nous avons aussi, quand nous parlons de la gouvernance, nous devons parler aussi des élections. Moi, je ne voudrais pas vous amener dans une gymnastique trop compliquée. Les textes vous seront donnés, vous allez les lire. Quand nous parlons des élections, mais il y a dans l'antichambre des élections, ceux qui devaient sécuriser les élections, c'est une justice équitable pour tous. On ne peut pas aller aux élections avec des règlements de compte. Nous nous approchons des élections, c'est le moment de dire non, tel risque d'être candidat, il faut que je lui cherche le pouls dans la tête tout de suite et maintenant. Ce n'est pas compréhensible. Le conseil du ministre est là, ce n'est pas votre ministre qui l'a fait, c'est madame la ministre qui l'avait fait, mais il y a ce qu'on appelle la continuité des affaires de l'État. Je prends à témoin les membres de la société civile ici. La loi nous oblige, nous, les chefs de partis politiques, de déployer les témoins dans tous les bureaux de vote. Et qu'au moindre signalement, des tentatives, une simple allégation de fraude, vous devez porter ça à la connaissance des observateurs. Voilà que nous écrivons aux observateurs, on met la liste de tous ceux qui, on suppose avoir triché. Mais après des années, on nous dit non, non, monsieur, vous aviez tenté ou entaché l'honneur de madame telle, donc ça devient une affaire d'État. Je félicite les juges parce qu'il y a une dame qui avait dit à tout le monde tout sauf ça. Vous pouvez me téléphoner, mais ça c'est une affaire qui doit être classée tout de suite et maintenant. M. Kamere a signé comme président du parti politique. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, la juge est en exil. Les deux autres qui étaient dans la composition ont été sanctionnés par le Conseil supérieur de la magistrature. Et on a privé le salaire à ces gens. Nous faisons notre marche parce qu'on nous disait que le peuple congolais c'est comme des moutons. Ils vont accepter tout jusqu'à l'innommable. Donc on peut même les enterrer vivants, ils vont accepter, ils ne sont pas des Burkinabés. Le peuple congolais démontre que non seulement à Kinshasa, à Goma, à Mbandaka, partout, il peut se lever comme un seul homme et dire non au ridicule, non à la monarchisation du pouvoir. Mais nous nous réveillons, non, Maître Mouyambo, on réveille une affaire de 2002. Il était avocat dans la succession d'un grec, de biens à réaliser. Allez, directement, Makana. M. Vital Kamere, allez, mercredi, Cour suprême de justice. Dans l'affaire, la ministre avait déjà écrit au procureur général de la République pour aller en cassation contre le jugement rendu. Mais une affaire très intéressante. Ça se passerait à Beni, je me demande si le ministre allait s'intéresser à cette affaire. Et aujourd'hui, nous disons, il faut qu'on arrête cela. Il ne faut pas qu'on utilise les institutions de l'État pour des règlements de comptes. Nous devons d'abord assainir l'environnement qui est le nôtre. Nous disons les élections et la gouvernance du pays. Comment vous pouvez parler de la bonne gouvernance du pays au moment où la deuxième mandature s'est terminée avec ce qu'on vient d'appeler aujourd'hui la crise de légitimité? Moi, j'avais toujours dit, et beaucoup d'amis le savent, Jérôme Bonso sait très bien, je lui avais développé ça, même Katende, j'ai dit,
Le vieux, nous le respectons beaucoup. Le président de l'IDPS, c'est mon ami Bruno Tchibara. Je respecte beaucoup le président Joseph Kabila. Mais comme les confessions religieuses nous ont écrit à chacun de nous, le 3, un mémo pour dire attention, nous sommes le 5 février 2012. Attention, messieurs, vous allez porter la responsabilité du dérapage et peut-être de l'embrasement de la situation dans le pays. Est-ce que vous ne pouvez pas vous rencontrer, trouver une solution à ces problèmes? Là où il y a les hommes, il y a toujours des problèmes. Le président Kabila a dit, j'ai gagné les élections, je n'entends discuter avec personne. Le président Tshisekedi a dit, c'est moi qui ai gagné, je ne discute avec personne. Alors, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Toujours en train de voir comment conserver le pouvoir pour celui qui l'a gagné. Je ne voudrais pas entrer ici dans les stigmatisations. Et pour celui qui dit, bon, c'est moi, et beaucoup d'institutions internationales l'avaient confirmé, il dit, non, 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 puisque c'est moi, je dois conquérir l'impérium. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver des solutions à toutes ces questions? Nous disons oui. On a parlé du dialogue, mais pas le même entendement. Puisque pour nous, et pour l'IDPS, s'il y a dialogue, en ce qui concerne les élections de 2011, il faut régler d'abord les contentieux de 2011. Alors j'ai dit ce dialogue-là, parce que pour le pouvoir, s'il y a dialogue, c'est pour que nous, vous acceptiez d'être avec nous, pour que nous continuions après 2016. Nous disons, et c'est comme ça que nous avons eu le courage de dire, ce dialogue-là ne nous intéresse pas. Voilà le dialogue qui nous intéresse, c'est comme celui-ci, où chacun de nous peut donner sa position, la société civile nous écoute dans ce que nous faisons, puisque nous terminerons par des propositions. Nous ne venons pas ici seulement critiquer, mais à la fin, nous devons dire finalement si le plan de la gouvernance, qu'est-ce que nous proposons? Si le plan des élections à venir, qu'est-ce que nous proposons? Il ne faut pas oublier que les promesses de campagne en 2006 pour le président de la République, c'était très facile. C'est moi qui avais fait la campagne électorale. J'assume mon passé. Et j'avais dit que voter pour Kabila, parce qu'il a fait mieux que le père qui ne voulait rien entendre du rapprochement avec les autres protagonistes. Donc il a accepté de discuter avec les autres, de cohabiter avec les autres. Voter pour lui parce que le peu de temps que nous avons passé ensemble, le pouvoir a arrêté le pouvoir. Montesquieu. On ne pouvait pas faire n'importe quoi. Jean-Pierre Bemba était là, il regardait. Roubaix a regardé. Bemba ne pouvait pas non plus faire n'importe quoi parce que Kabila le regardait. Mais après 2006, c'est comme si, comme le professeur Bouya a dit, quand le peuple vous a élu, c'est comme si vous a donné le certificat d'enregistrement du pays. Donc vous devenez le président de toutes les institutions. Je suis bien placé pour le dire puisque j'étais président de l'Assemblée nationale. J'avais la chance d'être, bon, les présidents n'ont pas d'amis, mais j'étais proche au président. Ce que nos amis ont fait ici, que ce soit, j'aurais voulu que le président Bochab soit là et Minakou, c'est inacceptable. Il y a ce qu'on appelle la séparation de pouvoir. Et le dire au président que vous aimez, ce n'est pas un péché. Moi, je le disais au président Kabila. Ça, je ne ferai pas parce que voilà, même votre image va se retrouver attachée. Mais voilà comment je vais arriver au même résultat en préservant les lettres de noblesse du Parlement. On a eu à voir l'affaire de Bundudia Congo, l'affaire de Bemba, l'affaire des contrats chinois, l'affaire de révisitation des contrats, l'affaire de l'entrée des troupes rwandaises. Donc quand on n'a pas de principe directeur pour gouverner, il ne faut pas parler de bonne gouvernance. Puisque vous gérez avec vos instincts. Est-ce que ça me plaît ou ça ne me plaît pas? Alors que nous avons la Constitution de la République qui est la référence de tout le monde, où on définit les parcelles de pouvoir de chaque institution, les cours et tribunaux. Jusqu'à ça, quand nos magistrats vont comprendre que c'est eux, à travers le monde, qui exercent les métiers les plus prestigieux qui puissent exister. Vous voyez un magistrat qui convoque, bien juste le président Sarkozy, et il vient ailleurs. Ici, c'est inimaginable. Est-ce que vous pouvez appeler un ministre? On va vous révoquer le même jour. Mais l'indépendance, ça se conquiert aussi. Il faut le faire. Nous disons